chers fidèles de Progéniture. Il est 7h du matin. On est à la Sika Baobab, plus précisément au village SOS Enfants de Dakar. Aujourd'hui, Progéniture vous fera vivre le quotidien de ce village, habité par une centaine d'enfants, âgés entre 0 et 18 ans. Tôt le matin, dans le noir, le village SOS d'enfants se réveille tout doucement. Entre la douche, le petit déjeuner et les préparatifs pour aller à l'école, ces mômes bravent quand même le froid pour acquérir du savoir. Accueillis par le directeur du dit village, la visite commence. Gisèle. Bon, cette maison a été d'abord gérée par une première maman. Ensuite, c'est elle qui a remplacé la seconde, maman Jeanne Kassoka. Et donc, moi, je vais vous laisser avec la maman qui va faire la présentation, la visite de sa maison. Le village comprend au total 15 maisons. Chaque maison comprend 4 chambres, un salon, une cuisine, une cour et des toilettes. Il existe aussi au sein de ce village un jardin d'enfants, une école primaire et une infirmerie. Donc voilà, tu te présentes, tu t'appelles comment? Isa David Diédhiou. Aujourd'hui, il est 8h passées, tu pars pas à l'école? Non. La classe de 3e vont faire examen. Tu fais quelle classe toi? 6e. 6e secondaire? Oui. Voilà, toi aussi tu es en quartier libre? Oui. Tu fais quelle classe? 6e. À quel établissement? École Saint-Blaise Diagne. Super, toi tu es un grand garçon. Comment tu fais pour partir à l'école? On me donne de l'argent et je prends le tata. Bravo. Comment tu trouves la maman de la maison? C'est ta petite maman? Oui. La maman? Oui. C'est elle qui t'aide à suivre? Maison 8. Je suis la maman de la maison 8. Je gère 9 enfants âgés entre 2 et 14 ans. Je leur fais le petit déjeuner. Ils m'aident aussi à faire le ménage. On est très organisés. Je les aide aussi à faire leurs exercices. De temps à autre, on fait appel à des répétiteurs pour les matières scientifiques. En cas de maladie, je les accompagne chez le médecin. Je les considère comme mes propres enfants. Voilà, on est à la maison 8, on est avec Lamine. Bonjour Lamine. Bonjour. Tu fais quelle classe? Je fais la 4e. Tu es dans cette maison? Oui. Tu es à quel établissement? C'est à la Tu te réveilles le matin, tu vas à l'école? Je me réveille le matin. Je pars à l'école. Je reviens à midi pour la pause. Après, je repars. Tu manges avant de partir? Oui. À 17h. Tu fais bon résultat à l'école? Il y a des révisions? Avec maman et parfois à l'école avec les profs de maths qui viennent pour nous soutenir. Merci. Merci. Pour avoir fréquenté le village SOS de Louga en même temps que son frère jumeau, Serge Coué raconte son passage chez Herman Meiner, fondateur des villages SOS. Alors moi je suis rentré au village SOS à l'âge de 9 mois avec mon frère jumeau. Et notre histoire c'était un peu comme toute l'histoire de pas mal d'enfants ici.
Nous avions des parents qui ne pouvaient pas se marier parce que nous sommes nés d'un couple mixte, disons, d'un père ivoirien et chrétien et d'une mère sénégalaise et musulmane, ce qui rendait le mariage très impossible. Et vu les risques auxquels on était exposés, on s'est retrouvés au village SOS. Parce que les villages SOS, tout le monde sait que c'est pour couvrir tous les enfants qui risquent de perdre la tutelle parentale. Nous y sommes restés jusqu'à l'âge de 15 ans. Jusqu'à l'âge de 15 ans et Brice un peu plus, mon frère jumeau, qui est resté jusqu'à 16 ans. Et c'était une vie normale, hein. C'était une vie... la seule différence avec celle dans les familles entre guillemets normales, c'est qu'on n'était pas avec nos parents biologiques, pas avec notre père biologique ni avec notre mère biologique. Mais dans un village SOS, nous avions une maman qui s'occupait de nous, que l'on appelait tous maman, et le directeur que l'on appelait tous papa, et les autres camarades qui étaient sur place étaient considérés comme des frères et sœurs. Donc c'était une vie normale, on mangeait normal, on allait à l'école normalement comme dans toute famille. La réinsertion des enfants SOS se prépare dès le bas âge, du moment où ils sont au village SOS. Souvent pour ceux qui on n'a pas pu retrouver, on ne retrouve pas les parents, ils sont amenés dans ce qu'on appelle des foyers d'enfants. Et pour nous autres qui avions nos parents qui sont vivants, le village SOS va toujours revoir s'il y a toujours possibilité que ces enfants-là rejoignent leur père ou leur mère, en tout cas une famille biologique. Ce qui a été notre cas, nous avons rejoint notre père avec qui nous avons vécu et malgré tout ça, le village SOS n'arrête pas de nous prendre en charge. C'est-à-dire qu'il continuait à nous donner une bourse mensuelle, il continuait à payer nos études jusqu'au master. Les plus petits ne sont pas laissés à eux-mêmes. Une directrice et un personnel qualifié se chargent de leurs premiers pas dans l'enseignement. C'est privé, ceux qui viennent de l'extérieur, ils payent. Mais ceux du village, ils ne payent pas. Mais on a aussi des enfants qui sont exonérés, qui sont pris en charge par l'association Village d'Enfants SOS. C'est eux qui payent pour eux. On a aussi des cas sociaux, on les appelle des cas sociaux. Ceux-là aussi sont pris en charge par SOS Village. On est subventionné par l'État. Chaque année, je fournis des dossiers pour essayer de renouveler la demande. Il y a la qualité. Nous, on fait tout pour inculquer aux enfants déjà le savoir-faire et le savoir-être. Nous essayons de faire jure à ces enfants les droits les plus fondamentaux, tels que le droit à la santé, le droit à l'éducation et le droit à une famille. Nous leur apprenons aussi à partager, parce qu'aussi on a un programme de nutrition qui remplace le goûter que les enfants amenaient auparavant, tels que les chips, les jus et autres. Il y a une cuisinière qui s'occupe de la cuisine et l'alimentation est variée et équilibrée. Nous faisons aussi l'anglais. Il y a des volontaires qui nous viennent des États-Unis. C'est eux qui viennent pour fournir ces cours-là aux enfants. C'est nous qui leur offrons le goûter. Et chaque enfant est servi avec son propre bol, sa petite cuillerée et sa petite fourchette. Les enfants mangent individuellement. Parce qu'il y avait beaucoup de maladies. Les enfants se plaignaient beaucoup de maux de ventre, de diarrhée et autres maladies infantiles. Mais quand on a initié le programme de nutrition, on a vu que ça a beaucoup diminué. Et avec l'aide de l'infirmière qui est à côté, elle vient souvent faire des pesées, prendre le poids des enfants, consulter les enfants. Parfois aussi, on organise des journées de consultation médicale pour voir l'état de santé de ces enfants-là. Voilà. Et les vaccinations aussi, on le fait. Les enfants qui n'ont pas été vaccinés en venant, on a des fiches de renseignement. C'est de là-bas qu'on se renseigne pour voir si l'enfant a fait toutes les vaccinations ou pas. Ils sont là de 8h à 13h. Mais il y a des enfants qui passent la journée. Non, ce n'est pas une cantine, mais c'est la maîtresse de la pouponnière qui s'est portée volontaire pour garder ses enfants jusqu'à 17h. Il y a des parents qui n'ont pas confiance aux bonnes et qui préfèrent laisser leur enfant ici à l'école. Et cette maîtresse-là est chargée de veiller sur ses enfants jusqu'à 17h. Maintenant, au-delà de 17h,
Les enfants sont gardés dans les maisons familiales jusqu'à ce que les parents viennent. Comme Serge, cette maîtresse fut une ancienne du village. Elle y est restée pendant 20 longues années. La voilà, revenue rendre la monnaie à ce lieu qu'il a vu grandir. Mais Mouna comprend les enfants mieux que tous. Je suis venue ici à l'âge de 2 ans avec ma petite sœur qui avait 1 an. Parce que ma maman était malade. C'est pour cela. Et mon papa n'avait pas les moyens de m'élever, oui. C'est pour cela qu'on m'a amené ici au village d'enfants SOS. Je suis élevée ici jusqu'à l'âge de 21 ans et je suis sortie. J'ai eu mon BFM avant de sortir. Et aussi j'ai fait pas mal de formations dans les autres structures, oui, dans les autres jardins d'enfants. On a l'habitude parce qu'on est éduqué ici au village d'enfants SOS. Si tu es élevé ici, tu n'as pas de problème avec des enfants. Tu es toujours affectif avec des enfants, oui. Les enfants, vous allez bien? Oh, eh oui, ça va très bien chez moi aussi. Bonjour. Tu t'appelles comment? Ouli. Ouli comment? Si. Tu t'appelles Ouli Matassi. On est toujours au village SOS Enfants de la Sika Baobab. Juste pour rappeler, cet établissement abrite aussi une école élémentaire, mais aussi une maternelle, qui comprend 193 enfants, dont 5 enfants de ce village. Juste pour dire que village SOS Enfants ne se limite pas à accueillir des enfants en situation difficile. Les enfants du voisinage et d'autres enfants viennent aussi acquérir de la connaissance dans ce village. Contrairement à ce que pense une grande partie de la population, le village SOS a une politique extérieure qui est de couvrir tous les enfants qui risquent de perdre la tutelle parentale. Voilà, de Baobab à Grand Médine, on est où, M. Sarr? Nous sommes à Grand Médine au renforcement de la famille. C'est une unité du programme SOS Village d'enfants de Dakar qui soutient des enfants au niveau de la communauté. C'est-à-dire que ces enfants sont dans leur famille et sont accompagnés par SOS Village d'enfants. C'est aussi une approche communautaire. Par un renforcement de la famille, SOS parvient à soutenir au niveau de Grand Médine plus de 200 enfants et 50 familles. Il n'y a pas de problème. Nous allons voir la chargée du programme qui est là. Elle s'appelle Mme Gueye. SOS Village d'enfants intervient depuis janvier 2015 à Grand Médine. C'est pour venir en charge des enfants qui risquent de perdre la prise en charge parentale. Donc notre groupe cible ici sont des enfants qui sont en situation de haute vulnérabilité. Il s'agit entre autres des orphelins, totaux ou partiels. Il s'agit des enfants dont l'un ou les deux parents sont physiquement incapables, comme les enfants dont l'un des parents est en prison, les enfants handicapés physiques ou mentaux, des enfants issus de familles monoparentales, comme des enfants nés hors mariage et qui ne sont pas reconnus par le père, des enfants qui sont issus de familles dont les conditions socio-économiques sont défavorables. Et pour cela, depuis 2015, nous avons en charge donc 231 enfants aux statistiques de décembre. On avait démarré avec 251, mais avec des départs de certains enfants pour des raisons diverses, donc avec le délogement de certaines familles. Comme vous le savez, Grand Médine est en pleine restructuration.
mais on va combler le gap. Des enquêtes ont été faites et les 4 familles ont été sélectionnées pour résorber ce gap. Donc pour les 231 enfants, donc vous voyez les statistiques, donc ils sont derrière la répartition, donc ils sont répartis dans 48 familles. Et pour cela, pour les aider, les appuyer, les soutenir, comme l'objectif de SOS Village d'enfants, c'est la protection de l'enfant. Donc nous appuyons ces enfants en contribuant à leur accès aux services essentiels, qui sont l'éducation, la santé, l'alimentation. Par exemple, des appuis en paquet alimentaire. Nous contribuons parce que le renforcement de la famille, c'est un programme de contribution, de développement et non pas de l'assistanat. Donc nous ne faisons qu'une contribution. Ensuite, pour l'éducation, nous soutenons pour les frais scolaires, par exemple le paiement des frais d'inscription, parce que beaucoup d'enfants ont des problèmes pour pouvoir continuer leurs études ou bien faire leurs études correctement. Aussi pour le paiement, l'achat des fournitures scolaires, le renforcement scolaire, parce que ici de conditions vraiment défavorables, les parents ne peuvent pas s'acquitter de ce renforcement pédagogique pour certains enfants qui sont en classe d'examen ou bien des enfants qui sont en baisse de performance scolaire. Pour la santé aussi, nous contribuons pour l'achat des ordonnances, des frais d'analyse. Mais comme on parle de durabilité, de pérennisation, depuis le mois de juin 2017, donc nous sommes en partenariat avec la mutuelle de la commune de la Patte d'Oie, la MISCAPO, pour que ces familles-là puissent bénéficier de la couverture maladie universelle. Pour une bonne prise en charge des enfants, SOS essaye de capaciter les parents et dit non à l'assistanat. tey ñu gis SOS Village d'enfants jàppale leen ngeen am ay activités nan nga gisee loolu ak lan nga am loo ciy wax. Je suis très contente et je rends grâce à Dieu. SOS aide les enfants et nous aide également à respecter nos responsabilités de parents. ñu ngi jàppale suñuy doom di jàppale famille bi daal. Moi, je fais de la teinture. Le Papa Sarr a boosté mon activité. Maintenant, mes revenus ont doublé. Grâce à eux, je suis devenue indépendante économiquement. Je les remercie vraiment. gën a yokkal sama cuub gën ma koo defaral ba mu baax lu ma daan am benn ñaar laay am tey parce que dañ ma jàppale nañ ma torop mënuma wax sax su ma waxee xol bi dafa fees waaw kontaan naa torop nag kontaan naa seen ñëw bi kontaan naa torop di sant Papa Sarr di sant ñëpp waa village SOS maa ngi leen di sant aw ma seen fay daal. Voilà, après Grand Médine, on est à Pékin juste pour dire que SOS Village d'enfants ne pense pas seulement aux enfants, mais aussi à la réinsertion des adultes, à comment aider les parents à prendre soin de leurs enfants, mais aussi sur le plan sanitaire, sur le plan études et tout ce qui s'ensuit. Monsieur Sarr, on est à Pékin. Nous sommes ici au niveau d'une des unités du programme, à savoir le programme d'accompagnement dans le domaine de la protection de l'enfant, appelé PACOP, c'est le programme d'accompagnement communautaire pour la protection de l'enfant. C'est une forme de renforcement de la famille où les enfants sont appuyés, mais ils sont dans leur famille. Donc nous allons voir avec la chargée du PACOP, Mademoiselle Fatou Gueye, comment elle travaille avec la communauté et les résultats qu'elles ont eus actuellement. La responsable de cette unité nommée PACOP,
qui se trouve à Pékin. Donc je pense qu'elle pourra après vous expliquer plus amplement le travail qu'elle est en train de faire avec son équipe au niveau de Pékin. C'est à la présentation de son équipe. Voilà, Madame Gay, on va vous laisser vous présenter votre unité et nous guider. Merci. Vous pouvez entrer, s'il vous plaît. Merci. Ici, c'est le bureau de la comptable et celle qui est chargée du renforcement économique. Donc, elle est là-bas sur le terrain en train de dérouler une formation. Donc, elle, c'est Madame Diouf, la comptable du programme. Elle, c'est Madame Aouno. Donc, c'est la chargée de la composante de protection de l'enfant. Tout ce qui est protection de l'enfant, c'est elle qui s'en charge. Donc, je vous souhaite d'abord les bienvenus et vous remercie de votre visite. Donc, le PACOP, c'est le programme d'accompagnement communautaire pour la protection de l'enfant. C'est une unité du programme SOS de Dakar. Donc c'est un démembrement de SOS Village d'enfants Dakar. Donc nous en avons 5 au Sénégal, à Pékin, Kolda, Kaolack et Louga. Et ce programme est financé par SOS Luxembourg. Donc nous étions, avant le PACOP, nous appelions renforcement de la famille plutôt. Donc nous prenons en charge près de 500 enfants. Nous avons actuellement 495 enfants bénéficiaires répartis dans 106 familles. Donc l'objectif de ce programme, nous sommes à notre 3e accord cadre signé en janvier 2017. L'objectif c'est d'accompagner la communauté à s'organiser pour que les problèmes de protection de l'enfant soient l'affaire de tous. Que ces problèmes deviennent un problème de la communauté, géré par la communauté, et SOS Village d'enfants vient intervenir en tant que facilitateur. Donc par rapport à ça, nous soutenons les familles via des activités de formation, de renforcement de capacité sur l'éducation parentale. Il y a aussi le renforcement de capacité concernant le renforcement économique pour les activités génératrices de revenus. Et sur les VAEN aussi. Donc quand on parle de VAEN, ce sont les violences, abus, exploitation, négligence dont les enfants sont victimes. Donc toute notre intervention repose sur la prévention et la prise en charge de ces cas de VAEN. Nous avons mis en place un comité donc, qui s'appelle CLPE, Comité local de protection de l'enfant, donc qui est composé de toutes les forces vives de la communauté, des autorités, la mairie est représentée, les imams, les chefs de quartier et tous les leaders communautaires et bien d'autres structures, des associations qui œuvrent pour la protection de l'enfant. Donc ce comité est composé de différentes commissions. Et le signalement qui se fait au niveau de la communauté est fait directement au CLP. C'est ce comité-là, en cas de viol, de violence, de maltraitance, qui vient rendre compte au programme et qui vient soutenir une requête pour qu'on puisse prendre en charge ces cas-là. Donc nous ne sommes pas seuls sur le terrain, il y a bien d'autres ONG, d'autres acteurs de la protection de l'enfant. Donc s'il y a des structures qui sont habilitées à prendre en charge des cas spécifiques, donc nous faisons le référencement par rapport à ça.
De retour au village, c'est l'heure du déjeuner. Les enfants reviennent de l'école. Aujourd'hui, leur grand frère Ousseynou, plus connu sous le nom d'inspecteur Bass de la série Pod et Marichou, est de passage. Ce dernier se souvient. Vous avez passé combien d'années dans ce centre? Bon, normalement, moi je suis arrivé ici en 77, en même temps que mon frère jumeau, Jean-Claude, Lina Ndiaye, paix à son âme, avec d'autres enfants dans d'autres maisons. Il n'y avait pas tout ça avant. Hein. On avait commencé par quelques maisons, 2, 3 maisons. C'est au fur et à mesure maintenant qu'on a construit les autres, jusqu'à avoir la maison des jeunes. Donc en tout, il y avait 15 maisons, 10 familiales pour les petits, avec une maman comme mère de famille, et 5 maisons des jeunes avec des moniteurs cette fois, des hommes comme responsables. Là, c'est pour les plus âgés, à partir de 13, 14, 15 ans. Okay. Et ensuite, dans chaque maison, il y a 10, quelque chose comme 10 enfants, 12 enfants, parfois 8, ça dépendait. Et là, on était entretenus. C'est comme si on avait notre propre mère, quoi. Okay. Donc là, c'est comme une famille normale. Il n'y a aucune différence. Il y avait même plus de privilèges, quoi. On ne sentait même pas qu'on était... il y a une raison quelconque qui nous a amenés ici. On ne se posait même pas cette question parce que voilà, c'était... On va s'arrêter sur ce point-là. Vous êtes venu ici à partir de quel âge? Bon, moi je suis venu ici à l'âge d'1 an et demi. Comment? Vous êtes arrivé ici comment et pourquoi? Je suis arrivé ici parce que j'étais orphelin de mère avec mon frère jumeau. Donc on était jeunes, on avait perdu notre mère. Donc voilà. Donc la famille nous a amenés ici pour plus d'entretien. Bon, pour chaque personne, il y a des raisons particulières, familiales. Mais c'était la raison principale. Hein. Il y en a qui viennent ici parce que soit ils sont orphelins de mère ou père, ou des deux. Il y en a qui viennent, qui ont leur père et mère, mais dont ces parents n'ont pas les moyens de les entretenir comme il faut. Et ils les confient au village d'enfants SOS jusqu'à un certain âge. Et vous êtes sorti à partir de quel âge? Moi, on est sorti à 12 ans. On est allé en foyer, 12-13 ans. On est allé en foyer, n'est-ce pas? C'était à l'extérieur. Il y avait des foyers à l'extérieur. Donc c'était des foyers intermédiaires, entre le village et le monde extérieur. Maintenant, à l'âge de 12 ans, maintenant, on retourne dans nos familles respectives. Et là, il y a un accompagnement aussi du village par la bourse, par l'enseignement, par la scolarité, la mensualité. Donc on te paye tout jusqu'à un certain âge. Si tu finis ton diplôme ou tu arrêtes les études, c'est là maintenant que le suivi s'arrête. Voilà, on va continuer notre visite. Ouais, on y va. Vous allez nous guider? Bien sûr. Bon. Chez vous. Voilà, ça c'est la maison 1. Hein. Donc les maisons sont numérotées jusqu'à la maison 15 maintenant. Ouais. Mais avant c'était maison 10. Donc là c'est la maison numéro 1. Et c'est la première maison, n'est-ce pas, construite ici au village, avec une première maman qui s'appelle Maman Ramadiallo. Si vous voyez par exemple la pirogue, on lui a donné son nom. Ramadiallo, c'est la première mère SOS ici. Donc elle, après sa retraite, on lui a même donné un studio là-bas, n'est-ce pas, jusqu'à son décès. Elle est décédée même ici. Ok. Donc venez, je vais vous montrer. Donc chaque maison aussi est parrainée, n'est-ce pas, par une organisation, par des personnes particulières, vous voyez. Donc ça, c'est la maison Suissaire. Il y a d'autres maisons qui sont des maisons Air Afrique, et maisons, etc. Donc c'est Suissaire, la compagnie Suissaire qui a parrainé cette maison, qui finance, voilà. Toute sa participation, c'est genre pour cette maison, au nom de cette maison, vous voyez. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, chaque maison a une mère comme responsable. C'est la mère de famille, la mère de la maison qui est la responsable de tous les enfants, qui les éduque, qui les élève, etc. Voilà, donc, bienvenue. Salam alaikum. Maman Virginie. Ici, c'est ma maison familiale. Ah oui. Presque natale, quoi. C'est clair, c'est clair. Et comme je vous l'ai dit, on a une mère, maman Virginie. Bonjour, maman. C'est la maman de la maison. C'est la responsable, la chef, voilà, la maison 1. Et c'est elle qui gère les enfants jusqu'à leur âge, à l'âge de sortie, parfois 15, 17, 18. Et maintenant, voilà, ils retournent à leur famille respective, quoi. Voilà. Donc, les unions ont visité ce que. Il est sorti, mais sa mère est toujours dans cette maison. Il est sorti, mais il est toujours là. Ouais. Oui. Il soutient toujours ses frères et vraiment, il soutient sa maison. Oui, ça. Vraiment. Donc, nous sommes dans notre maison où j'ai grandi. Comme je vous dis, lorsque je venais ici, j'avais 1 an et quelques.
Et il y en a plein qui sont passés par là. Il y en a même qui sont arrivés à 9 mois, 6 mois, hein, des nouveaux-nés qui sont arrivés, des bébés qui sont arrivés et qui ont été éduqués et élevés par des mamans comme moi, Virginie. Mais moi, j'ai trouvé maman Rama Diallo, après maman Fatou Diop, après c'est maman Fatou Diop. C'est là que je suis sorti. Il y a une autre maman et jusqu'à maman Virginie. Donc voilà, ce sont les enfants, par exemple. Venez voir. Kalen, venez. Ça, ce sont les enfants comme, voilà. Juste lorsque j'arrive, ouais, c'est des frères et moi je les appelle comme mes frères parce que voilà ils sont en train de vivre là où j'ai vécu moi aussi, hein, et voilà ils ont leur chambre nulle, donc chacun il y a des chambres par 3, chambre par 4, hein. Là c'est la chambre de la maman, n'est-ce pas, à l'intérieur. On va voir, elle va vous expliquer. Voilà, ici c'est ma chambre. Je partage ça avec les plus petits parce qu'ils ont besoin d'affection. Voilà, je partage la chambre avec eux. Par exemple, ça veut dire moins de 2 ans ou plus? Non, de 5 à 6 ans, 7 ans. Et d'ailleurs, ils m'ont fait sortir de ma chambre parce que c'est des garçons. Voilà, c'est les garçons, c'est les enfants qui passent ici la nuit. Et moi, je passe la nuit dans le salon avec mes filles. Et cette année, je me retrouve avec une seule fille et 9 garçons. Donc je suis obligée de passer la nuit et de laisser les garçons à l'intérieur avec la porte ouverte. Je pourrais surveiller les filles et les garçons. Vous voyez, hein, c'est comme une vraie mère. Hein. C'est une vraie mère, je vous assure. Et moi, par exemple, je vais vous dire, j'ai même ma fille aînée. Je lui ai donné le nom de maman Rama. Donc vous voyez, donc on les adore, on les aime, quoi. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a plein d'enfants ici qui ont donné leur nom. Qui ont donné le nom de, je veux dire, à leurs enfants, les noms de ceux qui étaient là, de leur mère. Voilà, exactement. Il y en a qui se battent même pour donner. Non, tu vois, donc non, je te dis maman Rama. Donc tu dis maman telle. Pourquoi? Parce qu'elle a été toujours là. Ouais, c'est un signe d'affection, quoi. Bien sûr, ouais. bien sûr. Et ce qui fait plus plaisir au village SOS, ils appellent tout le monde maman. Ouais, peu importe. Par exemple, moi, lorsque je viens, je l'appelle maman. Donc, même si tu as 10 ans, voilà. Même si tu as 20 ans, tu travailles à SOS, on te dit tonton. Maman. Moi, je viens, je te dis tonton. C'est la tradition. Par exemple, si tu travailles ici, je suis plus âgé que toi, mais je te dis tata. C'est la tradition SOS, quoi. Non, c'est pas la tradition, c'est la réalité. C'est une mère qui vit avec ses enfants. Donc, et les mères, on doit l'appeler maman. Le papa, il est le seul, on l'appelle papa. Les autres sont des tontons ou des tatas. On n'appelle jamais personne par son nom. Parce que c'est des tontons, des tatas. C'est une vie de famille. Voilà, très bien. Ma chambre, hein, où j'ai grandi. Comme maman a dit tout à l'heure, donc lorsque tu viens, tu es jeune, tu es enfant, donc tu es plus proche de la maman. Hein, elle nous portait même dans son dos. Hein. Donc là, c'est ma chambre où j'ai grandi. Mais au début, comme je le disais, on avait 1 an et quelques gens. Donc on était plus avec la mère, comme elle vient de le dire, avec mon Arama. Elle nous portait pour nous emmener à l'hôpital, par exemple, ou à la clinique des sœurs qui étaient là. Donc il n'y avait pas de dispensaire ici, il n'y avait pas d'infrastructure parce que ça venait à peine de commencer. Donc elle se débrouillait tant bien que mal pour s'occuper de nous. Et il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. C'était presque un village dans la forêt, quoi. Vous voyez, c'était presque inimaginable qu'il y avait un village comme ça ici à Dakar longtemps. Donc voilà, les chambres sont là, il y a 3 chambres pour les enfants. Dans chaque maison, il y a 3 chambres. Donc 4 chambres salon. L'autre chambre, c'est pour la chambre de la maman qui prend soin aussi des plus petits. Donc après, on a grandi ici. Mon frère jumeau, ma grande soeur, n'est-ce pas, et les autres. Donc ici, nous étions les 3. Donc c'était pas comme ça avant. Vous voyez, c'était des lits superposés. Il y a 2 lits superposés et un autre lit pour le plus grand, n'est-ce pas? Dans chaque chambre, c'était comme ça. Donc 3 chambres, ça fait 9 déjà. Et c'est là qu'on a grandi. Moi, j'occupais le haut, quoi, le lit du haut. Donc c'est là qu'on a grandi jusqu'à l'âge de 12 ans. Et après, on a été transféré à la maison des jeunes. Alors, fais-nous maintenant un peu l'historique de la chambre en tant que telle. S'il n'y avait pas de tiraillement, si je me couche sur ce lit-là, c'est mon drap. C'est ces petits souvenirs-là. D'accord. En fait, vous voyez ici, c'était très organisé. Hein. C'était très, très, très organisé. Chacun avec sa couverture, son drap, son lit. Ok, on ne choisissait pas les lits par jour, quoi.
C'est ton lit, c'est ton lit. C'est là que tu dors tous les jours. C'est ton lit. Donc dès qu'on te donne un lit, c'est à toi. Ok. Alors, au moment de... Donc il n'y avait pas de tiraillement pour les lits, etc. Tout, même les armoires, vous voyez, 3 placards pour chaque personne. Donc valisette en haut pour chaque personne. Donc chacun avait ses affaires à lui. Il y avait pas, on ne se partageait pas les choses comme d'habitude on voit. Voilà. Donc chaque année aussi, il y avait ce qu'on appelait l'inventaire. Donc périodiquement, on faisait l'inventaire des habits, c'est-à-dire on renouvelait tes habits, on te donnait de nouveaux habits, et on enlevait les autres. Si maman dit que tu n'as pas de chaussures, elle t'en achète. Si tu dis que tu n'as pas de trucs, en fait tu ne manquais de rien en fait. Voilà, au point qu'on n'imaginait même pas qu'un jour on allait sortir. Vous voyez, bon, il nous arrivait sincèrement de côtoyer nos camarades de classe, nos collègues, nos camarades de classe, et de nous poser parfois certaines questions. Comment ça se fait que ces gens-là ne sont pas au village SOS? Vous voyez, c'était ça quoi. Eux, lorsqu'ils se demandaient, mais au village SOS on amène ceux qui n'ont pas de parents, alors que nous, franchement, voilà, ils nous faisaient de la peine parce qu'ils n'étaient pas au village SOS comme nous, quoi. Parce que vous étiez à l'aise. Ah non, c'était le rêve, quoi. Vous voyez, c'était vraiment machallah. Donc après, il y avait côté religion aussi, hein, chacun, la maman s'occupait vraiment, faisait en sorte que tu suives ta religion. Il y avait un ustaz qui venait, qui apprenait aux musulmans, les catholiques allaient à l'église, faisaient leur première communion. Donc toutes les fêtes étaient fêtées, catholiques musulmanes et chrétiennes musulmanes. Tous les événements étaient fêtés ici, arbre de Noël, fin d'année, il y avait repas en commun. Donc on se rassemblait tous là-bas en haut, repas en commun, on mangeait ensemble. Donc chaque maison amenait son bol et tu manges ici, tu vas là-bas. Donc il y avait une communion, esprit de partage. Voilà, esprit de partage. Et jusqu'à présent ça existe parce que même après la sortie, il y en a qui ne sont pas retournés dans leur famille normale, naturelle, ils sont restés entre eux. Par exemple, moi, je reste avec mon frère jumeau, par exemple, tandis que, par exemple, tu vois un Touré qui reste avec un Comis, vous voyez un Ndiaye qui reste avec un Diop, juste parce qu'ils ont partagé SOS. Lui, c'est un Diola, lui, c'est un tout couleur, et ils habitent ensemble jusqu'à présent. Voilà, c'est une histoire de frère, de cœur. Finalement, c'est une histoire de frère et de cœur. Vous voyez ? Exactement. Maintenant, revenons à quelque chose, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez vécu dans ce son qui vous a marqué, du bon comme du mauvais, les deux? Bon, ce que je dirais plus de bon, quoi. Ok, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était la belle vie. Ok, on était bien éduqués, bien entretenus. On ne manquait de rien du tout. Ok, on a reçu les visites, le passage de beaucoup de femmes de présidents ici. Donc, je ne vois pas ce qui nous a manqué ici. Ça, ce sont des souvenirs, de bons souvenirs. On jouait au football, on allait à l'école normalement. Voilà, donc il n'y avait pas... Je ne dirais pas qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire, mais on a vécu vraiment une vie, quoi, une vie normale, une vie vraiment stable, dont tout le monde aurait rêvé, tout enfant aurait rêvé. Aujourd'hui, ça fait quoi de voir des enfants dehors manger? Non, c'est de la peine, mais aussi je dis alhamdoulilah, parce que ça pouvait m'arriver à moi. Ok, ça, lorsque tu vois quelqu'un à qui ça arrive, et que tu te dis que moi, j'ai pas pas fait ça, j'ai eu le privilège d'être passé par SOS, je dis alhamdoulilah, je remercie Dieu, et je me dis que peut-être moi aussi je devrais faire quelque chose comme ça, prendre l'appareil à SOS par exemple. Je dois revenir et me demander maintenant qu'est-ce que je peux faire pour SOS. Est-ce qu'il vous arrive de penser à ces enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas ce privilège-là? À votre avis, quelle est la solution pour eux? La solution pour eux, c'est d'avoir des villages comme ça pour les enfants. C'est la seule solution. Et même j'ai entendu le directeur, Papa Sarr, le dire, parce que comme je vous le dis, hein, tout le monde dit papa, tonton. Donc Papa Sarr, j'ai entendu même le dire que lorsque le président Macky Sall, son excellence, avait lancé ce projet-là sur plus aucun enfant dans la rue, etc., SOS a été l'un des premiers, ou bien même le premier, à se lancer dans ce combat pour essayer de retirer les enfants de la rue. Vous voyez? Donc, avoir des villages, je ne dirais même pas centre parce que ça peut sembler petit, mais avoir des villages comme ça, ok, créés par l'État, créés par des organisations, etc., pour recueillir les enfants, les mettre dans de bonnes conditions. C'est ça la meilleure solution. Parce qu'il n'y a aucun parent qui souhaiterait voir son fils dans la rue en train de mendier. Si cet enfant que tu trouves dans la rue en train de mendier, en train de faire la manche,
tu lui demandais est-ce que ça te plaît, il te dirait non. Bien sûr. Voilà, donc il n'y a personne qui voudrait ça. Donc ce sont des conditions difficiles, des situations extrêmes qui ont poussé ces enfants-là à aller mendier. Donc avoir des endroits comme ça, c'est la solution pour sortir les enfants de la rue. Et ne pas juste dire c'est pas normal, parler, mais il faut agir. Et c'est ça l'action. Merci beaucoup. Une journée passée au village d'enfants SOS. Monsieur Abdoulaye Sarr, vous êtes le directeur de ce village. Comment vous allez? Ça va, tout heureux de vous avoir reçu depuis ce matin. Depuis ce matin, nous sommes ensemble. Et je suis tout heureux d'être avec vous. On a fait différents points de votre programme, de votre village. On a été à Grand Médine, on a été à Pékin aussi. On a vu vos réalisations. Aujourd'hui, pouvez-vous revenir sur l'historique de ce centre, de ce village? Oui, le village d'enfants SOS de Dakar a été créé en 1979. Et de 1979 à nos jours, ça fait 37 ans. Ça fait 37 ans de prise en charge d'enfants ayant perdu la tutelle parentale. Et juste après 2005, l'association s'est dit, mais si on continue avec cette formule, on ne touchera pas beaucoup d'enfants. C'est ainsi que sont nés les renforcements de la famille. Les renforcements de la famille, ce sont des unités qui soutiennent, appuient des enfants qui sont laissés dans leur famille biologique. C'est ce que nous avons vu à Pékin et c'est ce que nous avons vu à Grand Médine. Et c'est à partir de 2015 qu'on s'est dit, il faut qu'on augmente, qu'on voit d'autres groupes cibles. C'est ainsi qu'on a commencé à partir de 2015 avec le projet de réintégration à travailler avec les enfants de la rue et les enfants talibés. En plus, le domaine de l'éducation nous intéresse ainsi que le domaine de la santé. Parce que la prise en charge de l'enfant, c'est aussi la protection, c'est aussi la santé, c'est aussi l'éducation. Avant de sortir de ce village, on va d'abord aussi parler de l'effectif de ce village. Vous abritez combien d'enfants? Nous abritons actuellement 127 enfants qui sont internés au niveau du village, qui sont pris en charge dans 15 maisons familiales. Et dans chaque maison familiale, il y a une mère SOS qui vit avec les enfants. Et cette mère SOS, elle est la responsable première de l'enfant. Et nous confions à chaque maman entre 8 et 10 enfants. Pour le monde extérieur, SOS Village d'enfants est un village d'accueil, de réinsertion, d'éducation. Mais à l'intérieur, quand on est venu, on a compris que vous faites beaucoup plus. Vous sortez hors du village? Oui, nous ne sommes plus dans le village, nous sommes partout au Sénégal. Hein. Ce que vous avez vu à Dakar, vous allez à Louga, vous trouvez les mêmes structures. Vous allez à Tamba, les mêmes structures. À Ziguinchor, à Kaolack, vous allez trouver les mêmes structures. À Kaolack et à Tamba, il y a 2 grands centres médicaux qui prennent en charge à peu près 50 à 60 000 malades par mois. Donc SOS, ce n'est pas seulement le village, l'accueil familial, c'est ce que les gens connaissent le plus. Mais au-delà de ça, nous intervenons même dans les aides d'urgence. Si vous allez par exemple à Pékin durant les inondations, SOS a eu à payer 2 motopompes qui sont toujours à Pékin fonctionnelles. Mais tout ça, nous l'avions fait peut-être dans l'anonymat. D'où vous est venue l'idée de laisser des enfants au sein de leur famille et pourtant de venir les subventionner, de les aider, en même temps aider les parents? Oui, parce que nous avons 2 groupes cibles. Nous avons comme premier cible, c'est les enfants qui ont perdu la tutelle parentale. Ce sont ceux-là qui vivent au village. Mais en prévention, on s'est dit, si on ne fait pas attention, d'autres enfants viendront taper à la porte du village. Mais au lieu de les attendre venir au village, nous allons vers les communautés les plus vulnérables, essayer de travailler avec ces communautés. Donc c'est une façon de prévenir l'abandon de ces enfants. Ce qu'on appelle le PACOP, le programme d'accompagnement communautaire à la protection de l'enfant, et à ce qu'on appelle aussi le renforcement de la famille, ainsi que le projet de réintégration. Parce que pour SOS, aucun enfant ne devrait grandir seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas appuyer un enfant isolément
Un enfant a besoin d'une famille. Un enfant doit grandir entouré d'adultes, c'est-à-dire un enfant doit grandir dans une famille. Donc nous, notre approche, elle est familiale. C'est ce que vous avez vu au niveau du village, c'est ce que vous voyez au niveau de Pikine, au niveau de Grand Médine, mais aussi avec les talibés. Tant que les talibés ne sont pas réinsérés au plan social, et on ne peut pas penser à une réinsertion professionnelle ou à une réinsertion scolaire. Devant du social, mais en version assistanat, vous réagissez autrement? Non, l'assistanat, c'est pas bon. Moi, je dis l'assistanat consiste à venir donner à quelqu'un 10 000 francs tous les mois, ou bien à donner à quelqu'un un sac de riz, ou bien de l'huile. Ça, c'est de l'assistanat. Il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut autonomiser les familles, comme nous le faisons, en travaillant avec la communauté, avec la famille, en mettant en place des projets, des activités génératrices de revenus, pour pouvoir autonomiser ces familles tôt ou tard. Mais sinon, l'assistanat, au bout du rouleau, à la clé, il n'y aura pas de résultat. Donc c'est pourquoi, si vous faites le tour du Sénégal, les projets de renforcement de la famille, comme les PACOP, comme le projet de réintégration, vous y allez, vous allez voir des familles qui sont devenues aujourd'hui autonomes. Vous y allez, vous allez trouver des enfants qui n'avaient pas d'extrait de naissance, qui ont aujourd'hui des extraits de naissance. Dans certaines zones, les enfants n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, ils vont à l'école. Vous allez dans la région de Fatick, le même travail se fait dans cette zone. D'accord. SOS Village d'enfants, quels sont vos projets? Bon, nos projets, nous avons fini de construire une université scientifique où les élèves de série S1, S2 peuvent, après l'obtention du bac, venir poursuivre les études. Et je pense que dans les prochains jours, nous vous inviterons à venir visiter l'université pour qu'on puisse en parler en long et en large. Ensuite, actuellement, nous parlons d'implanter des familles SOS dans la communauté, c'est-à-dire prendre des enfants au niveau du village avec leur mère, trouver une maison familiale dans la communauté pour que les enfants puissent vivre la réalité quotidienne de ce qui se passe dans les quartiers. Et ça fait beaucoup. Ensuite, nous avons aussi fini, je pense, de travailler sur ce dossier, c'est-à-dire réunifier les enfants biologiques des mères avec leur maman. C'est-à-dire tout au début, les enfants, la maman, une fois mère SOS, n'avait pas le droit de venir vivre avec ses propres enfants au niveau du village. Aujourd'hui, SOS s'est dit, ces enfants ont le droit d'être avec leur maman, comme les enfants du village ont le droit d'être avec une maman. Ainsi, on va mettre ensemble les mères biologiques, les enfants biologiques des mères, mais aussi les enfants des familles SOS. Ensuite, essayer peut-être de travailler avec l'État, parce que l'État aussi a des structures qui appuient au niveau de la communauté. Voir comment faire pour qu'au plan technique, que nous puissions accompagner l'État dans ce sens, sachant que SOS, lui seul, ne peut pas tout faire. L'État seul ne peut pas tout faire. Il faut qu'on essaie de combiner nos efforts pour pouvoir s'en sortir et pouvoir appuyer davantage les enfants. Pour terminer, Abdoulaye Sarr, vous avez commencé à intervenir dans les daara. Pourriez-vous venir un peu, en quelques mots, sur ce Oui, c'est ce qu'on a fait avec le projet de réintégration des enfants. Là aussi, ce que nous visons, c'est une réinsertion sociale d'abord des talibés. C'est-à-dire que les talibés ne mangent plus. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place une activité génératrice de revenus gérée par le maître coranique et nous l'accompagnons. Ensuite, à côté, nous pouvons trouver des marraines, des Ndeyudara, mettre en place aussi avec ces Ndeyudara une activité génératrice de revenus pour que ces Ndeyudara puissent appuyer les Dara. Nous sommes présents nous avons 5 Dara avec lesquels nous travaillons. Ensuite, dans chaque Dara, il y a une école communautaire de base. C'est-à-dire les talibés, ils apprennent le Coran. Mais à des heures perdues, ils vont à l'école apprendre le français, apprendre les mathématiques. Et je pense que dans vos prochaines visites, nous pourrons aller voir un Dara. Et vous allez trouver des enfants qui parlent français, qui font du calcul, qui écrivent aussi, qui lisent les textes qu'on leur propose. Donc c'est un projet qui est là, qui en principe devait prendre fin en février 2018
et nous avons une année de consolidation. Le problème maintenant, c'est de voir comment faire pour avoir un bailleur qui puisse nous permettre d'avoir encore un autre projet qui va faire 3, 4 ou 5 ans. Et je pense qu'actuellement, nous pouvons compter sur l'État du Sénégal, je pense, parce que l'État du Sénégal peut nous appuyer dans ce domaine. En tout cas, nous nous sommes ouverts à toutes les organisations, à toutes les associations pour qu'on puisse travailler ensemble pour le bonheur de ces enfants. Merci, M. Abdoulaye. Merci. Permettez-moi aussi de remercier DTV, de vous remercier, de remercier votre patron, parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, venir depuis 6 heures, rester avec moi, faire le tour de Dakar avec les bouchons, avec les tracasseries, rester dans une maison familiale, manger avec les enfants. Je pense que ce que nous pouvons faire, c'est prier pour vous. Prier pour que vraiment vive votre organe de presse et que vous ayez peut-être d'autres télés, pourquoi pas une presse écrite, pourquoi pas des radios, et comme ça on pourra vulgariser tout ce que les organisations comme SOS Village d'enfants font à travers le Sénégal. Merci beaucoup. Voilà, merci. 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 Aucun enfant ne devrait vivre seul. Aucun enfant ne devrait grandir seul. C'est le slogan de ce village. Un slogan qu'on a vécu pendant toute une journée. À mes yeux, rien n'est plus important que de s'occuper d'un enfant. Progéniture. Pièce par pièce, dans les locaux, les députés de la Commission Culture et Communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Évidemment, nous sommes ravis de constater que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui font ce travail. Il n'y a pas d'expatriés, des jeunes Sénégalais et je pense que c'est un grand plaisir de le voir et c'est rassurant aussi. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, mais enfin tout cela, je crois que ce n'est pas vrai, on le démontre tous les jours. Et c'était vraiment le premier constat qu'on a fait. Ensuite, c'est un projet qui est difficile et qui n'est pas simple. Il faudrait que tous les Sénégalais puissent partout, sur le territoire national, avoir le même signal pour
et gratuitement pour les télévisions sénégalaises. Au nom du président Babacar Touré, qui avait en charge cette mission-là, avec le comptant, en son nom, je me dois de remercier les honorables députés d'avoir bien voulu se déplacer pour venir voir un projet qui appartient au peuple en réalité. Je dois aussi me féliciter de savoir qu'une société bien sénégalaise, qu'une entreprise sénégalaise comme Excaf Télécom a pu faire un tel travail, un travail énorme, un travail de qualité. Cette technologie, une fois mise en œuvre, va permettre l'ensemble des citoyens sénégalais, là où ils sont, que ce soit de Dakar jusqu'à Fongolandi, de recevoir l'ensemble des chaînes de télévision